like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still. Hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall. Fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. On va aller scier pendant qu'ils dorment. Je suis né loin d'ici, genre à 200 000 bornes. Clean des yeux, je fais passer 40 tonnes. Ouais, salut tout le monde. Vous allez bien? Bon alors je suis super excité, c'est du coup la première émission d'une longue aventure j'espère sur tout ce qui me passionne, le rugby. Et j'espère vraiment que ça va vous plaire. J'ai donné de mon mieux, je me suis donné à fond pour pouvoir réaliser ça et j'espère vraiment que ça va vous plaire. Et puis on va pouvoir commencer tranquillement en commençant par les news de la Pro D2 déjà. Et c'est Andy Mouloud. Euh, du coup, on va pouvoir commencer tranquillement du coup par le premier match de cette 18e journée de Pro D2 qui s'est montré plutôt pas mal. Bah, la Pro D2 est un championnat déjà, je trouve, extrêmement sous-coté. Euh, il, Vraiment un championnat magnifique et qui est, comment dire, qui ne mérite pas toute l'attention que on lui porte. Et c'est vraiment un championnat qui me tient énormément à cœur. Et du coup, la 18e journée a commencé par le match Agen-Colomiers, du coup, qui s'est fini sur le score de 8 à 18 pour Colomiers. On a vu une très belle prestation de Colomiers, hein. Colomiers, c'est du très très solide.
troisième de Pro D2 derrière Provence et Vannes. Et franchement, Colomiers, bah, ça montre bien ce que ça vaut, leurs intentions pour cette saison qui sont littéralement bah, de monter en top 14 et ils le prouvent une fois de plus. Du coup, bah, on a eu bah, c'était Agen qui a commencé la rencontre par un essai de Socino à la 15e minute. Un très bel essai. Bon, après, il y a Colomiers qui a répondu avec notamment un essai à la 27e minute de Carmona sur une très belle action de Colomiers. Après, à la 37e minute, il y a eu une pénalité passée par Porto et ça sera les seuls autres points que Agen mettra dans cette rencontre, malheureusement, parce qu'après Colomiers va augmenter la cadence pardon, et il va avoir cette pénalité de Valentin Delpy à la 61e, l'autre à la 66e, et après l'essai pour conclure tout ça de Danglo pour valider cette victoire à l'extérieur, pour prouver encore une fois, et du coup, ça s'est vraiment plutôt bien passé pour les Colomiers. Ah ouais? T'as regardé les 20 premières minutes de Agen Colomiers? Attendez, je prends un coup. D'accord. Bon bah pour cette rencontre, honnêtement, je dirais que vraiment le joueur qui a été phare dans cette victoire, c'est vraiment Valentin Delpy. Valentin Delpy, le joueur en prêt, en prêt de Toulouse à Colomiers, qui a vraiment réalisé une super partie encore une fois, hein. Il prend vraiment en puissance et ça se voit que c'est vraiment un futur espoir de cette génération d'or de l'équipe de France et je pense vraiment qu'il va pouvoir s'exploiter au plus haut niveau d'ici quelques années et revenir à Toulouse d'ici la fin de saison. Je pense que ça serait largement possible vu les qualités qu'il montre, que ce soit en match, à l'entraînement avec Colomiers, au but. Bon, au but, il galère un petit peu des fois, mais ça va, des fois il assure plus que sur les pénalités que sur les transformations. Et ça, je trouve que bon, bah, c'est dommage, mais honnêtement, il y a énormément de progression de sa part et ça, c'est très beau. Bon, par contre, le joueur qui a été un petit peu décevant, c'est Federico Lavani du côté de Colomiers. Bah, il se prend le seul jaune du match très tôt, à la 15e minute. Il fait énormément de fautes, il loupe des plaquages. On l'a pas senti en grande forme. C'est pour ça qu'il a été remplacé dès la 56e par Adélaïde. Du coup, on va pouvoir passer au match suivant, Aix-en-Provence-Aurillac. Et là, franchement, Aix-en-Provence, c'est du grand art, hein. Ah, honnêtement, il n'y a rien à dire. C'est pas pour rien qu'ils sont deuxième de cette Pro D2. Euh... ah ouais, d'accord, d'accord, Nox. Et du coup, ouais, Aix-en-Provence, franchement, 26-10 contre Aurillac. Il y a rien à leur reprocher. Euh, à Aix-en-Provence, ils sont vraiment super, hein. Depuis le début de la saison, ils gagnent à l'extérieur, ils confirment à domicile. Franchement, il n'y a rien à leur reprocher. Dès le début de match, on voit très bien qu'Aurillac ne fait pas le poids, hein. Un essai dès la 3e minute de Drouet, le jeune arrière français, qui a réalisé une très très belle partie, hein. Léo Drouet, âgé de 23 ans, qui a inscrit le premier essai de ce match dès la 3e minute, qui est ensuite transformé par Caleb Muntz. Après, bon, il y a une petite révolte, on le sent, des Aurillacois qui vont mettre une pénalité à la 2e minute. Bon, après, c'est Thuy derrière qui va planter un essai splendide. La transformation derrière bah, de Caleb Muntz. Après, il y a un essai derrière d'Andy Negro et la transformation de Abzan Dande.
Et du coup, ça leur permet de croire un petit peu en cette rencontre, de garder espoir dans cette rencontre. Mais en deuxième mi-temps, Aix-en-Provence qui va montrer que c'est eux les patrons, avec un essai de Souta, une transformation de Muntz, et pour finir à la 57e, un essai de Piazzoli qui sera le dernier. Et la grande attraction de ce week-end avec Aix-en-Provence, c'était le retour de Jules Plisson, qui faisait son retour tant attendu, l'ancien l'ancien Clermontois qui était blessé suite à ses ligaments croisés, qui a franchement réalisé un retour pas de très grande classe, parce que vu les conditions météorologiques qui étaient vraiment catastrophiques, le match aurait pu être suspendu parce que c'était vraiment catastrophique. Il y avait de l'orage, de la pluie, c'était un torrent de pluie, donc c'était vraiment pas un beau match à jouer. Surtout qu'on sait très bien que dans le sud, que quand ça se met à pleuvoir, ça fait pas semblant. Notamment, du coup, le lendemain, le match de Toulon-Montpellier qui a été reporté au dimanche suite à des conditions météorologiques désastreuses. Et du coup, Jules Plisson, il n'a pas pu faire grand-chose malheureusement pour son entrée, mais il est de retour et ça, c'est vraiment très satisfaisant de le revoir parce que c'est un joueur qui a un talent exceptionnel, qu'il a, qu'il a longtemps montré avec le Stade français à l'époque. Et, euh, et honnêtement, ouais, c'est vraiment un grand plaisir de le revoir revenir sur les terrains. Et moi, ça me fait extrêmement plaisir. Et du coup, je dirais pour le joueur de la rencontre, franchement, il y a Sion Tui. Hein. Sion Tui, il fait un travail monstre. L'ailier gauche l'ailier gauche d'Aix-en-Provence, franchement, il est vraiment exceptionnel. Hein. Il inscrit un doublé. Honnêtement, il n'y a rien à redire sur sa performance. Très très solide. C'est vraiment du très très solide Sion Tui. Euh, et quand il est associé à Bituniata au centre, ça fait vraiment des merveilles. Les trois quarts d'Aix-en-Provence sont vraiment, vraiment en feu cette saison et ça se voit, ça se profile notamment par Sionetui et Bituniata. Et voilà. Et honnêtement, c'était une très très belle rencontre qui a mérité son ampleur et Aix-en-Provence qui confirme tout simplement. Bon, pour le prochain match, c'était Soyons-Goulême au Yonax. Soyons-Goulême qui s'incline à domicile malheureusement. Ils sont pas bien ils sont pas bien en Goulême, ils sont pas bien là. On les sent pas dans leur assiette et Oyonnax non plus. Oyonnax non plus, il était vraiment pas sur une bonne dynamique et il voulait on va dire, se racheter à l'extérieur, essayer de provoquer quelque chose. Bon, c'est ce qui a été réussi à faire, mais c'était pas facile, hein, parce que Soyon Goulême qui ouvre le score dès la troisième minute, bon, l'essai n'est pas transformé, mais avec un superbe essai de Farissier. Mais bon, ça sera le seul essai du match côté Angoulême. Après, il y a une pénalité passée par Glénat à la neuvième minute, ce qui met le score à 8-0 pour Angoulême. Et là, on les sent bien partir, mais derrière, ça va enchaîner vite. Il y a un essai de Oradou pour Oyonnax. À la 23e minute, il y a Matt Cava qui va passer une pénalité. Ça fait 8 partout. À la 29e, il y a un essai de pénalité suite à une faute commise dans les 22 par Ethan Barrett. À la 58e minute, à la 35e minute, pardon, il y a une pénalité de Glénat. Merci, merci Coco, c'est gentil. Et du coup, il y a un carton jaune d'Ethan Barrett du coup, à la 29e minute, ce qui cause l'essai de pénalité. Pénalité de Glénat à la 35e, ce qui fait passer Angoulême à 11 à 15 pour Yonax. Et après, Yonax qui défile. Hein, essai de Tafili. Et puis après, à la fin, pénalité de Matt Cava à la 68e minute pour vraiment détruire ce match. Après, il y a carton jaune de Megarbi sur succession de fautes, mais ça va pas permettre à Angoulême de revenir. Moi, pour le joueur que j'ai vraiment trouvé intéressant sur cette rencontre, c'est c'est mince,
Voilà, c'est Cyriac Guilly, le jeune français international moins de 20 qui confirme avec Oyonnax, honnêtement. Le troisième ligne, elle, a un profil vraiment pas mal, 1m92, 110 kg, 23 ans. Honnêtement, c'est vraiment un joueur qui peut prendre de l'ampleur et pourquoi pas être transféré en top 14 dès la saison prochaine, hein. Honnêtement, c'est un truc qui se tiendrait et c'est un profil énormément rechargé. En plus, il est GIF. Donc honnêtement, c'est vraiment un joueur que beaucoup d'équipes aimeraient avoir par son physique. C'est vraiment le physique typique des troisième lignes du 21e siècle, des buffles qui ont une capacité physique exceptionnelle et qui peuvent faire des sprints aussi impressionnants que des trois quarts. Et ça, c'est vraiment des profils recherchés par beaucoup de clubs. Et ça m'étonnerait pas de le voir signer dans un club de top 14 dès la saison prochaine. Je le verrais bien, par exemple, tiens, à La Rochelle, pourquoi pas. On recherche souvent des troisième lignes comme ça, les Rochelais. Ils en ont énormément dans leur effectif, et puis ça pourrait permettre de faire, par exemple, tourner Aldrit des fois, essayer de le décaler troisième ligne centre, et faire respirer Aldrit de temps en temps. Bon, bah, la prochaine rencontre, c'est Brive-Béziers, et là, franchement, Brive, ils ont déroulé. Ils ont littéralement déroulé. C'est une première mi-temps très close, hein. Honnêtement, la première mi-temps, elle est vraiment pas passionnante. Il n'y a pas cet engagement qu'on va avoir, que les Brévistes ont en seconde période. Et ça commence fort pourtant, hein, avec cet essai de Tuivoka, l'ailier droit bréviste, que j'ai vraiment trouvé exceptionnel sur cette rencontre. Honnêtement, c'est mon joueur du match et même du week-end en Pro D2. Il a vraiment été exceptionnel tout au long de la rencontre. Tuvoka, il a fait une partie splendide, que ce soit sur les impacts, sur les courses. Il a été tout le temps derrière le porteur du ballon. Honnêtement, il n'y a rien à lui reprocher. Il fait vraiment une partie exceptionnelle. Et pour moi, c'est vraiment le joueur phare de cette équipe de cette équipe briviste, pardon, qui prouve vraiment qu'ils peuvent, qu'ils peuvent essayer d'envisager le retour en top 14. Après, honnêtement, en étant franc, je ne pense pas que ça sera cette année parce qu'il y a du lourd, il y a Vannes, il y a Provence. Et pour moi, s'il y a une des deux équipes, voire les deux qui doivent monter, c'est ces deux-là. Et il n'y a pas photo. Les brivistes, il leur manque quelque chose. Je leur donne une année ou deux de plus pour les revoir à du haut niveau et les revoir monter en top 14. Mais pour l'instant, cette année, c'est trop fébrile encore. Il y a trop d'imprécisions, manque d'engagement des fois. Donc, franchement, c'est. Non, je les vois pas revenir à un haut niveau tel que le top 14 saison prochaine. Ça serait trop dur et ça les ferait directement redescendre en Pro D2, honnêtement, en étant 100% honnête. Du coup, il y a cet essai de Tuvoka à la 9ème minute. Après, il y a cette transformation de Chilok à la 9ème minute qui va faire passer du coup 7-0 au score. Après, il y a la pénalité de Aubry pour essayer de revenir dans ce match. Et ils vont pratiquement y arriver avec une nouvelle pénalité d'Aubry à la 23ème minute. Après, il y a Chilok qui refait un petit break à la 33ème minute en inscrivant une pénalité. Et là, c'est là que là, tout va déraper. Là, en seconde période, là, Brive déchaîné. Benjamin Boudou, après un superbe maul qui va mettre le premier essai de la seconde période à la 45e. Après, il y a un essai de Saraga à la 54e, transformation de Chilok. Essai de Konaï à la 62e, transformation de Chilok. Après, il y a un superbe essai de Sadrougou à la 67e minute. Et c'est un superbe mouvement réalisé par les brévistes, honnêtement. Ils ont enrhumé la défense de Béziers et c'est vraiment très très bien joué. Et après, pour finir le show en toute tranquillité, pardon, il y a cet essai de Charcossé à la 78e minute pour sceller vraiment la rencontre. Et pour moi, le joueur décevant, ça a été du côté du coup de Béziers. Et c'est le pilier gauche Amroni. Il a fait énormément de fautes.
pas précis sur les plaquages, sur les mêlées, il a été le joueur le plus pénalisé de cette journée de Pro D2, donc honnêtement, il fait vraiment pas une belle rencontre du tout. Et c'est dommage pour lui, parce que c'est un joueur, il a de l'expérience, il a 32 ans, c'est quelqu'un, mais malheureusement, des fois l'expérience ça fait pas tout, et quand on n'est pas dans un bon jour, on n'est pas dans un bon jour tout simplement. Après la prochaine rencontre, ce sera US Dax Biarritz. Un très très beau match, hein. Franchement très très serré. Et pour moi, il y a cet essai du week-end, je vous le montrerai après. Il y a l'essai du week-end dans ce match, honnêtement. C'est vraiment magnifique cet essai. Je vous le montrerai. Serrez les matchs ce week-end, hein. Enfin pas tous. montrerai- On débrief, je vous le montrerai UBB. après. Il y a du coup cet essai de Holtman à la 5e minute. Exceptionnel. Après, il y a la transformation de Segui à la 5e minute de même. Essai de Lololea, pardon, à la 16e minute. Après, il y a cet essai de Segui à la 16e minute. Et pas de transformation. Après, Biarritz qui revient dans le match. Avec cet essai de Sanzoghini à la 19e minute. Transformation de Selponi. 26e minute, pénalité. Après, début de la seconde période, Lolo Léa qui revient avec un doublé. À la 51e minute, est transformé. Segui à la 61e minute qui passe une pénalité pour clore définitivement le match. Biarritz qui tente de revenir avec une pénalité à la 66e. Mais c'est pas assez précis. C'est trop faible. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et ça leur permet pas de revenir dans ce match. Malheureusement, c'est triste pour les Daxois. J'avais trouvé vraiment bon, honnêtement. Il montrait quelque chose de positif. Et c'est dommage de qu'ils réussissent pas à faire la différence dans ce match et qu'ils réussissent pas à revenir. Mais bon, on espère pour eux que ça va s'arranger. Parce que ce n'est pas à souhaiter tout simplement que ça ne s'arrange pas pour Biarritz. Et du coup pour moi le joueur phare de cette rencontre ça a été Holtman, vraiment son essai il est exceptionnel. Dans le match il réalise de superbes courses, plongeantes, rentrantes, il arrive à pas mettre le pied en touche, se réaxer. Quand il dégage au pied, il arrive à rassurer son équipe et honnêtement il a fait une superbe prestation face à Biarritz vendredi. La prochaine rencontre c'est Nevers Montmarsan. Le seul match nul du week-end. Et ça a été un très très beau match. Hein. Vraiment magnifique ce match par contre. Il y a eu c'est pour commencer Montmarsan qui sont vite rentrés dans le match. Hein. Il y a eu cet essai de Yazgashvili à la 4e minute, la transformation de Laclos. Après, il y a eu cette pénalité à la 23e minute de Laclos pour faire un bon petit break. Après, il y a Smith qui vient avec un essai à la 28e minute, transformation de Reynolds également à la 28e minute. Et à la reprise de la mi-temps, il y a l'essai de Tarel pour reprendre l'avantage, la transformation de Reynolds. Après, directement derrière, hein, ils perdent pas de temps les Mont-de-Marsan. Ils reviennent directement avec un essai de Milo Harris à la 47e minute, la transformation de Laclos. À la 54e minute, il y a une pénalité de Laclos. Et derrière, sur le renvoi, il se loupe complètement. Il y a un essai de Deleuze à la 55e minute. À la 63e minute, Laclos qui passe une pénalité. Et à la 80e minute, Le Bourriche qui vient sceller les espoirs de Mont-de-Marsan, 29-26. Et pourtant, ils assurent pas sur le renvoi. Merci Noam. Ils assurent pas sur le renvoi et
ils commettent une faute dans leurs 22 mètres et du coup ça permet à Mont-de-Marsan de prendre la pénalité et de passer à égalité 29-29. Un match vraiment magnifique et pour moi le top de ce match ça aura été Izagashvili. Izagashvili franchement magnifique, le troisième ligne centre de Nevers, géorgien. Un troisième ligne vraiment superbe, hein. 26 ans, 1m92, 110 kg, international géorgien. Qui honnêtement a réalisé une super partie de par son essai à la quatrième minute, pardon. Mais même dans la gestion du jeu, dans les plaquages, il s'est pas loupé, il a été vraiment superbe. Et ça, c'était vraiment une très très belle qualité. Je vais en profiter pour vous montrer. Bah non, on fera ça plus tard. On fera ça plus tard quand on aura dit, quand quand je vous aurai montré tous les matchs, quand j'aurai fini de détailler tous les matchs de la Pro D2. On fera ça vite fait. Alors, le prochain match c'est Valence-Roman-Carcassonne. Un match très serré, très beau à voir, très vraiment pas énormément de fautes, à part ce carton jaune à la 37e minute de Ifti Minkwik. Franchement, le match est vraiment bien déroulé. Il n'y a pas eu trop de gribouillage des deux côtés. C'était un match très propre, honnêtement. Et là, il y avait de très belles conditions météorologiques, donc c'était vraiment pas mal. Et Carcassonne qui commence fort, hein, avec un essai dès la 11e minute, signé Barca pour ouvrir le score avec une transformation de McPhillips. Derrière, Valence qui répond avec un essai de Marco Pena, la 15e minute, et transformation de Méré. Après, il y a une pénalité, pardon, je vais y arriver, de Méré à la 19e minute. Derrière, Carcassonne qui répond avec un essai de Pichon. Et une transformation de McPhillips. Derrière, essai à la 33e minute de Marco Pena. Transformation de Méré derrière. Et à la 70e minute, Carcassonne qui prend les devants avec cette pénalité de McPhillips. Mais derrière, Valence qui confirme à domicile et qui arrive avec la puissance de leur public, grâce au 16e homme, de pousser et d'aller inscrire l'essai synonyme de victoire pour Valence. Et franchement, ouais, très beau match. Moi, le joueur, moi, le trouvais très très fort. C'est Méré. Méré, le demi d'ouverture de Valence. Il a réalisé une partie exceptionnelle. Honnêtement, il n'y a pas de bavure, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Franchement, il a su guider ses troupes et c'est vraiment le grand artisan de cette victoire de Valence. Il fait un 100% au pied. Franchement, il n'y a rien à lui reprocher. C'est vraiment parfait. Parfait de A à Z. De sa part, c'est un 4 sur 4 au pied. Il n'y a rien à lui dire. Et côté, par contre, joueur décevant, il y a eu le seul carton jaune de ce match. Et le Roumain Marius Evtimikwik qui a vraiment déçu. Déjà de par son carton jaune. Mais il n'y a pas que ça, énormément de fautes. Il loupe des ballons en l'air, il les laisse filer. Enfin, c'est vraiment catastrophique. Et c'est dommage parce que c'est un joueur d'expérience et puis il n'est pas si mauvais que ça, il est vraiment très très bon, donc c'est dommage. Et la dernière rencontre de ce match, le match tant attendu de cette journée entre autres, parce que c'est tout simplement une incompréhension d'un côté et une confirmation de l'autre, parce que Grenoble, qui était le grand artisan de cette Pro D2 depuis 4 ans, qui gagnait tous les matchs, mais il leur manquait cette finition au dernier match pour accéder au top 14 à chaque fois. Ça jouait jusqu'à là. Ils loupaient à chaque fois cette occasion. Depuis 4 ans, ça leur fait ça. Et là, cette saison, on les retrouve pas, les Grenoblois, pardon. Ils sont pas bons. Ils loupent des choses. C'est vraiment très très dommage hein, pour ces Grenoblois, pourtant qui étaient tellement exceptionnels, tellement redoutables en Pro D2. On savait très bien qu'ils allaient monter en top 14, mais là, ça se voit que
le moral il suit plus. Le moral il suit plus parce que tout simplement, quand vous êtes une équipe de Pro D2, vous passez 5 ans d'affilée à côté de la montée en top 14, et au bout d'un moment, ça peut plus, quoi. Vous n'y arrivez plus, vous êtes déçu, vous êtes dégoûté, vous avez ce rejet de performances mauvaises en finale et en access match. C'est vraiment dommage. Et pourtant, et de l'autre côté, il y a Vannes qui était monté en top 14 la saison dernière. Ils sont redescendus cette année. Mais on les sent vraiment redoutables. Premier de Pro D2. Vraiment magnifique Vannes. Hein. Ce qu'ils nous proposent depuis le début de la saison. Ils sont premiers en Pro D2. Ils enchaînent 2 victoires à l'extérieur. Vannes qui est une très belle équipe. Elle avait conquis le cœur des fervents du top 14 la saison dernière. Hein. Vraiment, on s'était attaché à cette équipe de Vannes quand même. On s'était attaché, on voulait pas la laisser descendre en Pro D2. Mais bon, malheureusement, mais on sent qu'ils vont revenir cette année. Comme je disais tout à l'heure, moi je vois que Provence ou Vannes monter en top 14 personnellement. Et franchement, Vannes par grand favori cette année, ça c'est sûr. Mais du coup, du côté de la rencontre, pourtant, on commence fort avec Grenoble, avec une pénalité dès la 4ème minute de Romain Trouillou pour sa 100ème. Avec Grenoble, pardon. Mais derrière, Vannes qui commence à lancer la machine avec cet essai de Pedemonte. Il y a la 7ème minute avec la transformation de Maxime Lafage derrière. Après, il y a pareil une pénalité de Maxime Lafage derrière. Pénalité de Trouillou à la 22ème. Avant la mi-temps, il y a Jude qui va mettre un essai à la 35ème minute avec transformation de Maxime Lafage. Et dès le retour de la seconde période, Grenoble qui réveille ses troupes avec un essai de Souris à la 40ème et de transformation de Romain Trouillou à la 40ème aussi. Romain Trouillou qui passe 2 pénalités à la 44ème et 55ème. Derrière, il y a Rourou qui vient mettre un essai à la 69ème minute et transformation de Lafage à la 69ème minute. Il pense avoir scellé le match. Il y a 22-19 à ce moment-là. Et derrière, la furie grenobloise à la 76e minute qui arrive à inscrire cet essai de Pertaya. Transformation de Romain Trouillou. Les Grenoblois qui pensent avoir gagné. Mais malheureusement, ça ne va pas suffire. Et derrière, essai de Rodil sur une perte de balle grenobloise dans leur 22 mètres. C'est vraiment triste pour ces Grenoblois. Hein, parce que moi, honnêtement, ils me font de la peine, ces Grenoblois. Parce que c'est une équipe qui méritait de monter en top 14 depuis ces 5 années. Elle le méritait franchement. Et c'est vraiment très triste pour eux de les voir tellement détruits par cela qu'ils s'en retrouvent à être 9ème de Pro D2. Quoi. Donc c'est vraiment très dur pour eux. Et du coup, je vais vous montrer cet essai de... Ah non, pas ça. Mince, pardon. Attendez 5 secondes. Voilà, je vais vous montrer cet essai de... pour moi, le meilleur essai de cette journée de Pro D2. Je vais vous le montrer. On va le regarder dès maintenant. Ça partait d'une offensive de Karit. Il était pourtant très bien négocié. Pas de ligne de hors-jeu, c'est un plaquage. Et là, l'accélération de ce qu'on va arriver, il va laisser derrière tout le monde. Derrière
pas récupéré la turnover. Hein. Franchement, c'est vraiment très très belle. Après, l'accélération derrière, c'est la qualité athlétique. Hein. Tu mettais un pilier à ce moment-là, le pilier il est pas où. C'est pour ça, c'est vraiment une très belle accélération que nous a réalisé Maxime Holtman. Franchement, très très beau de la part de la part de l'ailier droit de Dax. Et du coup, petit point sur le classement de la Pro D2. Du coup, comme je disais tout à l'heure, du coup, Grenoble qui est 9ème. Hein. Grenoble 9ème, ça c'est pas bon. Grenoble, honnêtement, c'est vraiment très triste pour eux. Vannes et Provence, hein. Enfin surtout Vannes qui commence à faire un sacré écart dans cette Pro D2. Provence derrière à 61 points. Colomiers derrière 59. Angoulême 56. Et là, c'est à partir de là, honnêtement, il y a un écart. Hein. Il y a un écart entre le 4ème et le 5ème. C'est à partir de là que cet écart il se fait dans cette Pro D2. Quasiment 10 points entre le 5ème et le 4ème. C'est énorme. Et après, il y a 5ème, 6ème et que 4 points d'écart. Ça va. Brive qui reste dans le wagon final. Après, derrière, c'est pareil aussi. C'est un petit peu espacé. Et en bas de tableau, c'est serré aussi. Hein. Montmarsan, c'est triste. Hein. Il a retrouvé 15ème quand même. Honnêtement, c'est pas facile pour eux cette saison. Ils montrent pas un beau visage. La saison dernière, ils étaient pas loin du wagon du top 6. Mais ils ont pas réussi cette saison. Je sais pas, il n'y a pas l'âme, il n'y a pas le truc qu'ils avaient essayé d'accrocher en gros la saison dernière. Pour moi, ça se tenait la saison dernière, hein, leur projet à Mont-de-Marsan, mais cette année c'est trop fébrile. Il n'y a pas l'envie, il n'y a pas le rythme qu'il y avait la saison dernière, et c'est vraiment dommage. Après derrière, voilà, hein, les équipes habituées, en gros, à part Biarritz, c'est ça aussi, c'est un petit peu la douche froide pour Biarritz quand même. On rappelle qu'ils étaient en top 14 il y a 4 ans. Et là on les retrouve 12ème de Pro D2 en effet. C'est dur, c'est très très dur pour cette équipe de Biarritz, du Biarritz Olympique, c'est vraiment pas facile. Moi surtout c'est Nevers, rien à dire aussi. Hein. Bon, on va parler maintenant de ce championnat qui nous passionne tant, qui est le top 14. Alors, top 14, premier match, déjà, ça nous met dans le bain. Honnêtement, le Bordeaux Stade Français, mais quel match, hein. Déjà, dès le premier match de la 15e journée, on savait très bien que ça allait être un match important, une journée très importante, parce que du coup, c'était en gros tous les vis-à-vis qui s'affrontaient. Donc du coup, c'était Bordeaux 4ème, Stade Français 3ème. Et en gros, ça faisait ça ainsi de suite. Toulouse 1er, Pau 2ème, Perpignan 13ème, Montauban 14ème, etc. ainsi de suite avec tout le tableau, avec tout le classement, pardon. Et du coup, c'était vraiment une journée qu'on le savait qui allait être cruciale pour tout le monde. Et le Stade Français, qui a réalisé la grosse opération du week-end avec Castres, c'est de s'imposer à Chabandelmas, à Bordeaux-Bègles. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Et on les a trouvés, mais formidables, les joueurs du Stade Français. Un moment en deuxième période, on les a sentis un petit peu moins splendides, mais ça, on parlera après. Déjà, dès la 3ème minute, pardon, il y a cette superbe passe au pied de Léo Barré pour servir Penassi d'Akuwaka
besoin de le présenter, Penassi Dakuaka, l'ailier fidjien, tout simplement exceptionnel. Hein. Des qualités de sprinter magnifiques, qualité physique magnifique, vraiment un excellent joueur Penassi Dakuaka que j'admire énormément. Derrière la transformation de Carbonel, la 3e minute exacte, pareil. Après, pareil, hein, le Stade Français là qui enchaîne. Hein. Joe Marchant, 8e minute, qui inscrit son essai. Je suis un super mouvement. 2e passe décisive de Léo Barré. Et c'est ça qui va être décevant avec Léo Barré, on en parlera plus tard. Transformation de Luis Carbonel. Après, petite réaction des Bordelais avec Arthur Retière à la 28e minute qui va inscrire cet essai. Derrière la transformation de Mathieu Jalibert à la 28e minute. Et Poirot à la 33e minute qui va inscrire l'essai pour revenir à égalité. Et transformation de Mathieu Jalibert. Et derrière, pour le Stade Français, il y a essai de Talofinois. Finnois, pardon. Waouh, pardon, excusez-moi. Et transformation de Luis Carbonel. Après, retour des vestiaires, il y a Mathieu Jalibert qui inscrit un essai tout simplement magnifique. Et qui va transformer son essai. Après, Jérémy Howard qui va faire pareil avec un essai magnifique, décalage de Dakuaka sur le côté droit qui permet à son centre d'aller inscrire cet essai, capitaine du Stade Français. Après, Yohan Tanga à la 67e minute. Rayassi derrière à la 47e minute qui répond et qui fait passer pour la première fois les Bordelais devant avec cette transformation de Carberry. Mais le Stade Français, bien décidé à ne plus laisser passer ses victoires à l'extérieur comme il l'avait fait lors de la 14e journée à Bayonne où ils avaient failli s'imposer. Ça s'était joué sur le fil. De la 13e journée, c'était joué sur le fil. Une rencontre magnifique aussi. Ils s'étaient inclinés d'1 point. Là, ils ne le laisseront pas. Et Yohan Tanga à la 7e minute, après une séance de pilonnage sur la défense, qui va aller inscrire cet essai magnifique pour le Stade Français. La libération. Pas tout à fait. Merci beaucoup, bon appétit. Honnêtement, c'était vraiment pas gagné d'avance pour le Stade Français. Après, derrière, Bordeaux qui tente de revenir. Il gagne une pénale touche après la sirène. 82e minute, une touche aux 5 mètres du Stade Français. Le Stade Français qui fait un truc vraiment culotté. Paul Gabriel qui saute et qui contre le ballon. Et ce qui permet au Stade Français de s'imposer 33-28 sur la pelouse de Bordeaux-Bègles. Et vraiment une très belle prestation du Stade Français que vraiment je trouve une équipe merveilleuse. Honnêtement, il n'y a rien à redire sur cette équipe. Elle fait tout bien depuis le début de la saison. À l'extérieur, elle est superbe. C'est l'équipe qui marque le plus de points à l'extérieur. Vraiment à l'extérieur, elle me cesse de m'impressionner, et encore plus à domicile. Elle a vraiment une très bonne gestion. Et honnêtement, Paul Gustard, il a fait un super travail avec cette équipe du Stade Français. Et ça se voit qu'ils veulent aller loin. Et honnêtement, ils font partie de mes favoris pour ce top 14. Et je pense sérieusement que déjà en Challenge Cup, ils peuvent aller gagner Challenge Cup. De fortes chances. Mais le top 14, il y a énormément de fortes chances aussi qu'ils aillent jusqu'au bout et qu'ils aillent gagner ce top 14 qui se montre impérial. Hein. Vraiment le top 14 magnifique cette année. Hein. Comme la saison dernière, c'est vraiment des rencontres très serrées. Perpignan Montauban, ça en fera après. On va commencer par Bayonne-Castres. Et Bayonne-Castres aussi. Hein. Ça, c'est l'attraction du week-end. Ah non, pardon, je vais te dire un truc. Sur Bordeaux-Stade Français, le joueur que j'ai trouvé vraiment exceptionnel, hein, c'est Penassi Dakuaka, comme d'habitude. Hein, et Mathieu Jalibert, pareil aussi. Hein. Mathieu Jalibert, quel joueur. Mathieu Jalibert, on n'en parle pas assez. Je ne vais pas dire qu'il y a quelques années, il n'était pas fort, loin de là. Hein. Attention. Il y a quelques années, c'était un Mathieu Jalibert très très fort. Mais là, il a prouvé qu'il avait du talent et qu'il avait du talent à revendre surtout. Parce que ce qu'il propose depuis le début de la saison et depuis le milieu de saison dernière,
c'est vraiment exceptionnel. Hein. Il a pris une autre dimension, Mathieu Jalibert. Et ça, c'est tout simplement exceptionnel. Hein, d'être devenu, aussi fort en quelques temps. Et ça, vraiment, j'applaudis parce que il m'impressionne beaucoup. Et je l'admire énormément pour ça. Parce que c'est vraiment très très beau de sa part d'être arrivé à un tel niveau en seulement une saison, en comptant comme ça a commencé son explosion. Elle a commencé milieu de saison dernière. En à peine une saison, devenir aussi fort, peut-être le meilleur joueur français actuellement. Et je pèse mes mots. Il est vraiment exceptionnel. Moi, vraiment, je l'admire énormément. Et je pense qu'il va aller très très loin. Et par contre, le joueur qui m'a vraiment déçu, alors malgré ses 2 passes décisives en début de match, il fait un début de match superbe. Mais par contre, après, c'est en défense, c'est une passoire. Non, je suis désolé. Léo Barré a fait un match catastrophique. Après la 20e minute, c'est plus le même joueur. Il loupe ses plaquages. Sur l'essai de Jalibert, il n'est pas bien placé, ce qui permet à Jalibert du coup d'inscrire son essai magnifique. Mais il n'est pas bien placé au départ de l'action, du coup, il a essayé super facilement. Le dernier essai de Bordeaux qui peut leur donner la victoire aux Bordelais, l'essai de Guirassy, il se fait laminer. Il se prend un cadrage débordement. Il est laissé pour mort sur le terrain. C'est dommage parce que c'est un joueur exceptionnel, Le Barré. Honnêtement, c'est un joueur super talentueux et très 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 bon. Donc c'est dommage. Et du coup, cette autre attraction du week-end, c'était Bayonne-Castres. Bayonne-Castres qui se jouait du coup à Bayonne. Et là c'est Jean Daugé, Jean Daugé qui tombe. Jean Daugé qui tombe après 2 ans d'invincibilité à domicile. Et Bayonne se fait avoir par les Castrés qui avaient déjà gagné il y a 2 ans. Ici même à Jean Daugé, donc c'est vraiment très triste pour cette équipe de Bayonne hein, qui était sur une mauvaise dynamique suite à cette Champions Cup loupée. Et ils montrent encore une fois que là ils sont vraiment pas sur une bonne dynamique et c'est très triste à voir parce que on les pensait invincibles à domicile justement après cette potentielle victoire du Stade Français qui s'est jouée à 1 point. Ils avaient réussi à reprendre le devant au score à la 84e minute. Mais on les sentait invincibles. Et puis Castres qui fait démentir, comme ils avaient fait démentir il y a 2 ans. C'est eux qui avaient battu l'invincibilité il y a 2 ans, qui avait duré une saison, je crois, il y a 2 ans leur invincibilité. Et là, du coup, leur invincibilité de 2 ans qui cesse maintenant. C'était une équipe de Castres, mais merveilleuse. Hein. Franchement, Castres, qui avait déjà bluffé avec la Champions Cup en se qualifiant. Et franchement, ils m'ont vraiment, vraiment étonné. C'est rien à dire. Et mené hein, par Enzo Hervé de grande classe. Enzo Hervé, l'ancien briviste, qui va mettre une transformation et une pénalité. La dernière, c'est Popelin qui va la mettre, la pénalité, après son entrée. Et honnêtement, c'est Fernandez qui va la mettre, la pénalité, je me suis trompé, c'est pas pour moi. Et du coup, Enzo Hervé, il a été vraiment crucial dans cette victoire pour Castres. Et il montre encore une fois qu'il n'est pas là à Castres pour enfiler des perles. Et c'est vraiment très bien joué. Et Bayonne décevant. Hein. Bayonne, honnêtement, ils m'ont déçu. Ouais, ils m'ont énormément déçu, Bayonne. Ils ont montré encore une fois que leur dynamique était vraiment mauvaise. Et un joueur qui m'a déçu là-bas, ça serait, ça serait Lucas Paulos, le deuxième ligne argentin. Qui a laissé casser des plaquages.
Alors, le sentais pas en forme. De toute façon, comme ça serait dur de jeter la pierre sur quelqu'un, honnêtement, pour ce match. Parce que c'est vraiment catastrophique de tous les côtés. Donc honnêtement, on peut pas leur cracher dessus. Je suis désolé, mais moi, je peux rien dire. Part que c'est pas bon, quoi, c'est tout. C'est vraiment ça manquait de talent. Et c'est dommage pour cette équipe. Mince. Pardon. Pour cette équipe bayonnaise, qui pourtant réalise un carton plein à domicile, mais c'est pas grave, ça arrive, hein. Arrive même au meilleur. Du coup, à cette rencontre, Racing 92, Lyon. Quel match, hein. Mais quel match exceptionnel. 35-34 pour le Racing 92. Lyon, le combat du 11e contre le 12e. Lyon qui voulait se racheter. Et Karim Ghezala, le coach de Lyon, honnêtement, on peut pas lui jeter de la pierre dessus parce que même c'est beau ce qu'il fait avec Lyon malgré tout, malgré cette 12e place, on peut pas lui en vouloir parce que déjà, 12e place ne veut pas dire être éliminé, surtout pas cette saison. On m'aurait dit une autre saison, oui, à partir de la 15e journée, pour moi, t'es 12e, ça va être très dur de raccrocher la 6e place. Mais là, c'est tout simplement encore possible. Et Karim Ghezala qui fait un très beau truc, hein, de part qui ont failli faire tomber la défense. Donc c'est une très belle performance des Lyonnais. Hein. Le loup, rien à dire. Et du coup, ça a commencé fort avec ce match, notamment par l'essai de Hughes à la 6e minute. Transformation du Gosson qui a été magnifique tout au long de la rencontre. Honnêtement, pour moi, c'est lui le joueur de ce match. Il a été superbe. Il est sélectionné justement avec le 15 de France pour préparer le tournoi destination. Et ça se tient, mais même si je vais en parler tout à l'heure et j'aurais peut-être mis quelqu'un d'autre à la place. Après, derrière, il y a Méliande qui va passer une pénalité. À la 31e minute, pénalité du Gosson. 35e minute, essai de Juta Vanicolo, le serial marqueur de Stop 14, le meilleur marqueur, avec 11 essais en 15 matchs. Une transformation de Méliande. Après la reprise, il y a une pénalité du Gosson. Et derrière, Baptiste Couillou à la 43e minute, qui va mettre un superbe essai, qui va être transformé par Méliande. Et cet essai là, à la 47e minute de Massy, il faudra que je vous le montre. Parce qu'il est vraiment... Il est merveilleux. Cet essai de Losefo Massy, pardon, il faudra que je vous le montre. Parce qu'il est vraiment magnifique. C'est pas mon essai de la journée en top 14. Mais ça aurait pu l'être. J'ai hésité entre celui-là que j'ai pris du coup et lui. Et honnêtement, c'est vraiment un essai superbe. Donc je vais vous le montrer quand on aura fini de débriefer toute cette journée de top 14. Du coup, après, il y a transformation de Toupou, la 67e. Pardon, il y a essai de Toupou, la 67e. Doublé de Toupou, la 65e. Après, il y a un essai de Pitsuri, la 75e aussi. Méliandre qui transforme. Gibert qui met une pénalité. Et là, il y a une pénalité de Méliandre qui fait passer le score à 34 à 31. 34 à 32, pardon. Et du coup, on croit que les Lyonnais ont fini, ça y est. Et une faute commise dans leurs 22 mètres en réceptionnant le ballon. Et Gibert, à 45 mètres des poteaux, qui met une superbe pénalité pour le Racing 92 et qui permet au Racing de gagner ce match. C'est du très très lourd. Superbe. Cette rencontre Perpignan-Montauban, le match de comment dire du sursis en top 14 tout simplement, il n'y a pas d'autre mot. Et Montauban qui commence fort, hein. Pourtant Montauban, ils y vont direct.
Dès la première minute, ils tentent, hein, mais trop d'imprécision, ils vont perdre le ballon devant les 5 mètres à chaque fois. Et du coup, ce qui va permettre à la 14e minute à Djougouvalou d'inscrire l'essai le premier essai de ce match à la 14e minute qui va être transformé par Benjamin Ordapileta. Il y a cet essai de Peseliato. Peseliato, je vais en parler à la fin du débrief de ce match parce que c'est mon joueur de ce week-end et il faut vraiment en parler. Et j'ai préparé un truc juste pour en parler de lui et franchement, il va falloir en parler. Après, derrière la transformation de Benjamin Ordapileta. Ah oui, ok, le hors-jeu, ok. Le hors-jeu, en gros, c'est... imaginons que tu as un ruck. Genre, en gros, le ruck, c'est... quand un joueur est au sol, les joueurs se mettent en soutien pour protéger le ballon. T'as un joueur qui va derrière le ruck. Un joueur adverse qui va derrière le ruck, qui, par exemple, touche le ballon. Genre, tu vois, il touche le ballon, genre... le demi-mêlée, tu vois, il lui lance le ballon dessus, il y a hors-jeu. Une autre condition de hors-jeu, le demi d'ouverture, enfin un joueur quelconque, hein, dégage le ballon T22 mètres. Il y a un joueur devant, le joueur qui a dégagé le ballon. Le joueur qui était devant, il veut saisir du ballon, il pourra pas parce que sinon c'est hors-jeu. C'est hors-jeu et c'est retour, la pénalité elle est retournée depuis là. Par exemple, il a dégagé depuis ses 5 mètres le joueur. Le joueur qui a attrapé le ballon, je sais pas, il était dans les 50 mètres, il était dans les 40 mètres adverses, et bah la pénalité, elle se retrouve aux 5 mètres de ton équipe où le ballon a été dégagé. T'as compris ou pas, ou je continue d'expliquer un petit peu plus, Coco? Ah ok, c'est bon. Je crie que... Ok, carré. Ouais, voilà. Et du coup, ben c'est... non, ça va. Le hors-jeu, c'est souvent très pénalisé, surtout cette saison, il y a énormément de hors-jeu. Et du coup, doublé Diato à la 29e minute, transformation de Benjamin Ordapileta derrière. Il y a cet essai de Hamed à 48e minute. Derrière une pénalité de Fortunel à la 49e. Ordapileta qui passe une pénalité à la 51e. Et Pozzolo Tulagi pour son retour à la 64e qui va aller planter un essai pour son retour et montrer qu'il est de retour en puissance surtout. Après 2 mois de blessure. Enfin, ça a commencé la saison dernière lors du match contre Clermont. Donc ça allait faire quasiment un an qu'il enchaînait les blessures. Et là, il est de retour. Puis une énorme perte de poids. Il a perdu 6 kilos. Et bon, il est de retour quoi. Et Benjamin Ordapileta qui va passer. Du coup, Peseliato. Alors là, faut qu'on en parle. Parce que je tenais à en parler. Et c'est vraiment merveilleux. Honnêtement, Yato, il réalise un match déjà exceptionnel. Hein. 100% de plaquage réussi, un doublé, 6 franchissements, donc 6 plaquages cassés en gros. 15 courses ballon en main. C'est énorme. Vraiment, c'est des stats de Yato. Pesliato est de retour. Pesliato est de retour à son meilleur niveau. Sur ses 4 derniers matchs, c'est 5 essais toutes compétitions confondues. Donc ça veut dire qu'il marque plus que ce qu'il joue. Et c'est vraiment magnifique. Il porte cette équipe de l'USAP. Franchement, c'est un Yato merveilleux. Et je suis tellement heureux de le revoir à un tel niveau. Ah ouais, je suis tellement heureux. Il a fait les belles heures de Clermont et je suis tellement heureux de le revoir s'épanouir du mieux qu'il peut à l'USAP et vraiment je ne saurais quoi dire parce que il est trop fort, c'est tout.
bah, c'est très bien, une qualité physique, mais exceptionnelle. C'est une qualité physique surhumaine, vraiment. Il est exceptionnel ce joueur et il cessera de le démontrer et il prouve bel et bien qu'il est de retour. Et ça me fait extrêmement plaisir de le revoir à son meilleur niveau et j'espère qu'il va pouvoir continuer de faire ça avec l'USAP et j'espère que ça va durer extrêmement longtemps. Donc voilà pour mon meilleur joueur du week-end dans ce top 14. Il a été impérial, vraiment 100% de plaquage réussi aussi. C'est vraiment un Yato comme on les aime et un Yato sûr de lui surtout. Bref, retournons-en à nos moutons. Du coup, Perpignan-Montauban, du coup voilà, du coup mon joueur du match Yato, bien entendu. Et mon flop de ce match, ça serait Sionné Maefilo, le pilier droit néo-zélandais de cette équipe montalbanaise. Passons au match, Toulouse-Pau. Toulouse, la section paloise, le match pour la première place. Et Pau et Toulouse, Toulouse a montré que c'était Toulouse, quoi. Je peux dire quoi de plus, honnêtement. Ah là là, cette équipe, elle a des qualités exceptionnelles. Hein. C'est ouais, 59-22. Il n'y a pas grand chose à dire. Il y a Pau qui fait une superbe entame à la 5e minute avec cet essai de Bravo Boiry. Aldeguerri derrière qui répond pour Toulouse avec un essai de la 10e minute. Toulouse qui enchaîne avec Brennan 15e minute, transformation de Thomas Ramos. Emmanuel Meafou ensuite derrière, 18e minute, qui va inscrire cet essai, transformation de Thomas Ramos. Desper à la 22e minute qui passe cette pénalité pour essayer de recoller pour la section paloise. Mais Toulouse beaucoup trop supérieur, tout simplement. Avec Julien Marchand qui a passé cet essai à la 31e minute. Transformation de Thomas Ramos. Thomas Ramos qui va inscrire son essai à la 36e minute. Teddy Thomas, pardon, à la 36e minute, qui va inscrire un essai. C'est une superbe passe décisive au pied de Thomas Ramos, justement, qui a transformé par la suite. Kelvin Gourg, retour des vestiaires, qui va inscrire un essai. Transformation de Thomas Ramos. Boiry qui va inscrire son doublé à la 50e minute. Transformation de Desper. Et puis là, après, on s'enchaîne. Hein, Toulouse, Jacques Willy, 65e. Georges-Henri Colombe qui vient d'entrer à la 75e. Et pour finir, à la 80e, Anthony Gelon qui va clore ce match 59-22. Et pour moi, le top de ce match aurait été Boiry. Mais le jeune centre français de 21 ans. Mais pour moi, il y en a un qui a été au-dessus du lot. C'est au-dessus du lot, pardon. C'est Emmanuel Meafou, le deuxième ligne toulousain. Je l'ai trouvé vraiment parfait. Déjà, il inscrit un essai. Il était bien dans les soutiens. Impérial en l'air. 100% de plaquage réussi. Un très très bon Emmanuel Meafou, franchement. Et Antoine Dupont, honnêtement, je l'ai pas. À part une superbe passe décisive. Il fait une superbe passe décisive, par contre. Ça, je ne dirais pas le contraire. Mais à part ça, il fait rien de fou. Et je l'ai même trouvé en difficulté. Et il va même prendre le seul jaune de ce match. Pas trop l'étoffe d'être le capitaine de l'équipe de France, d'après moi. Alors, ensuite, Toulon-Montpellier. Toulon qui va vite rentrer dans ce match avec un essai de Marcus Daumont. Voilà, une pénalité, pardon, de Marius Daumont à la 4e minute. Derrière, il y a un essai de Luc Patin pour lancer les Montpelliérains dans ce match. La transformation de Naughty derrière. Encore Marius Daumont à la pénalité
à la 22e minute, suite à une faute montpelliéraine. Et Christophe Tolofoua à la 26e minute qui va inscrire le deuxième essai de Montpellier. Transformation de Miotti. Et pareil, Marius Domon, pénalité à la 32e minute. Et à la 39e, il y a une pénalité de Miotti. Et au retour des vestiaires, directement Gaël Dréan qui réalise un essai merveilleux à la 40e minute, suivi de la transformation de Marius Domon. Derrière, il y a un essai de Marius Domon qui est transformé par lui-même. À la 55e minute, il y a une pénalité de Miotti. Mais derrière, Gigashvili qui est bien décidé à terminer ce match le plus vite possible. Et Marius Domon qui a transformé cet essai 30. Ça fait 30-20. 10 points d'écart à la 70e minute. Essai de Oulessé. Transformation de Miotti. Mais les Montpelliérains ne pourront pas revenir. Et ça va finir sur ce score de 30-27. Pour moi, le joueur de ce match, ça aurait été Marius Domon qui a été superbe. Hein. Le jeune arrière français qui a vraiment porté cette équipe toulonnaise. Et ça se voit qu'il peut aller loin. Et côté le joueur qui m'a déçu, je dirais bien Alexandre Béconnier qui n'a pas été fameux. Je prends le carton jaune à la 32e minute. Non, il n'a pas été impérial. La rencontre du dimanche soir, Clermont-La Rochelle. Ce match vraiment superbe. Honnêtement, entame forte des Rochelais avec une pénalité d'Antoine Astoy à la 5e minute. Derrière une réponse du capitaine Harry Plummer à la 8e minute qui a passé une pénalité. Derrière, essai de Botia, le 3e ligne Rochelet. Transformation de Astoy derrière. Plummer qui répond avec une autre pénalité à la 18e minute. Et derrière, il y a un carton jaune de Botia derrière, le carton jaune de Botia qui avait permis à Clermont déjà d'avoir leur essai de pénalité pour repartir dans le match. Et derrière, ça va vite enchaîner. À la 35e minute, essai d'Harry Plummer. Et transformation derrière. Et essai de Joris Jean à la 37e minute. Pour moi, qui est l'essai du week-end. Et je vous le montrerai après l'essai que j'ai hésité à élire essai du week-end. Après, derrière, au retour des vestiaires, Astoy. Tolofoua qui va inscrire l'essai du bonus offensif. Astoy qui va enlever le bonus offensif au Clermontois en inscrivant un essai. Antoine Astoy à la 57e du coup qui a transformé. Grégory Aldrit, pareil d'un élan de folie, les Rochelais reviennent dans le match. Transformation de Yaya West. Et là, ça fait 24-32. Les Clermontois sont en danger, ils le sentent. Yaya West, pénalité, 32-27. La Rochelle est vraiment de retour dans le match et peuvent remporter ce match. Mais les Clermontois, poussés par le Michelin en transcendance, vont réussir à récupérer ce ballon et clôturer le match. Mon joueur de ce match, ça aurait été Harry Plummer, vraiment le capitaine clermontois, en l'absence de Baptiste Jonot. Superbe, rien à dire. Et sur une seule erreur au pied, un essai, il a poussé les Clermontois vers la victoire, honnêtement, superbe. Et mon flop de ce match, honnêtement, ça aurait été Jules Favre, l'ailier. L'ailier Rochelet, l'ailier gauche Rochelet. Et du coup, sans plus attendre, on va voir. Du coup, on va commencer par l'essai qui aurait pu être l'essai de la journée d'après moi. Mais j'ai préféré mettre essai à la place du coup.
Alors attendez. Hmm. Il est où? Il est... Là. Alors. Hop. Attendez. Hop. Du coup. Ça c'est pour moi l'essai qui aurait pu être l'essai du week-end. Mais pour moi, il y a manqué un truc. Mais on va vous montrer l'essai du week-end après la peine. Du coup, il y a récupération là un petit peu douteuse. Hein, du coup, mais ça y va derrière là. Et là, cette course folle hein, de Niassi là, qui dépose tout le monde. Il retrouve Yohane Vaniculo, la superbe passe lobée pour retrouver Losefo Massi qui va réaliser cet essai merveilleux. Mais du coup, pour moi, l'essai du week-end, on va en venir. Et c'est cet essai de Joris Jurand de l'ASM Clermont-Auvergne face au Stade Rochelet. Et c'est vraiment une pure merveille collective, tout simplement. C'est collectivement parlant, c'est parfait. Il n'y a rien à redire. C'est offensif Rochelaise. La perte de balle, c'est récupéré Georgia Caladze qui va la transmettre à Newsom. Newsom qui fait un décalage parfait. Hein. Newsom il fait un décalage parfait. Certes, il va prendre un caramel, mais la passe sur les extérieurs, elle est parfaite. Après, il y a Delgui qui enrhume toute la défense. Soakula et la passe de basketteur superbe pour servir Joris Jurand qui prolonge au pied, qui laisse Aldrit tranquillement à quelques mètres de lui et qui va aller conclure cette action clermontoise parfaite. Hein. Rien à redire. Super baissé, ça part de cette récupération tout simplement. Après, il y a ce décalage de Newsom. Le décalage de Newsom, pour moi, je le trouve merveilleux. Et Loa, pareil, après la passe volleyée pour Bautista Delgui, qui fait un superbe travail. Hein. Il casse deux plaquages. Et après, Soakula, c'est cette passe, parce que lui, il est ancien basketteur professionnel fidjien. Et c'est une passe de pur basketteur, tout simplement. Et la met à Joris Jurand qui prolonge au pied. Et qui va aller tranquillement inscrire cet essai. Ensuite, j'avais prévu de parler de la liste du 15 de France. Alors cette liste du 15 de France, déjà il y a une petite modification. Ça j'en parlerai plus tard. C'est cette terrible hospitalisation de Uni Antonio qui est forcé de mettre un terme à sa carrière. C'est vraiment très triste. Ça m'émeut vachement à cause des problèmes cardiaques. C'est franchement c'est triste. Y a rien à dire à part plus de ça. C'est franchement dommage. Attendez, avant je vais peut-être faire un petit point classement top 14. Ouais, un petit point de classement top 14. Alors, ce top 14. Du coup, bah, Toulouse leader hein, avec 53 points qui a réussi à faire une légère différence sur Tours. Le Stade Français accroché par Toulon, Toulon 4ème. Et Clermont là qui est vraiment revenu. Ils sont passés de 10ème à 5ème. Cette victoire face à La Rochelle. Clermont, ils avaient besoin. Ils avaient besoin de cette victoire parce que après cette Champions Cup catastrophique, hein, 0 point pris sur 15 possibles, éliminé de cette Coupe d'Europe si tôt pour Clermont, c'est vraiment catastrophique et il faut qu'ils se rachètent avec ce top 14 et c'est ce qu'ils ont réussi à faire.
en gagnant contre La Rochelle, en passant 5ème, devant l'Union Bordeaux-Bègles. Et l'Union Bordeaux-Bègles, pardon, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Et c'est peut-être un truc méchant ce que je vais dire, mais pour moi, faut rétablir la vérité. Et Bordeaux est une grande équipe en Europe, mais pas une grande équipe en France. Je m'explique. Bordeaux en Coupe d'Europe, c'est tout simplement parfait. C'est vraiment du grand art. Il n'y a rien à leur reprocher. Mais en top 14, c'est pas ça. Il leur manque des trucs, il leur manque des automatismes en top 14. Ils ont pas cette arme qu'ils ont en Coupe d'Europe. Et c'est pour ça que je dis que Bordeaux est un grand d'Europe, mais pas un grand de France. C'est pour ça, et je trouve ça vraiment dommage, hein, parce que Bordeaux est une équipe exceptionnelle. Hein. Si ce n'est la meilleure équipe européenne, justement, actuellement, mais pas la meilleure équipe française. Et ça, c'est une dure réalité. Meilleure équipe européenne, certes, mais pas meilleure équipe française. Et c'est dommage. Parce qu'ils pourraient être les deux, et sans problème, je pense, mais ils en sont qu'un, et meilleure équipe européenne, ça se tient, c'est déjà énorme. Le Stade français qui confirme leur podium, hein, pas loin de dépasser Pau. Ils peuvent y arriver dès la semaine prochaine, hein, à dépasser Pau et à raccrocher Toulouse. Toulon qui lâche pas les bottes du Stade français. Clairement du coup à 3 points du podium et de la 4ème place. Bordeaux 6ème, pas loin de sortir du top 6 même si Montpellier aurait gagné à Toulon, Bordeaux serait même plus dans le top 6. Castres qui accroche la 8ème place suite à cette victoire à Jean Daugé. La Rochelle 9ème qui bouge pas suite à cette défaite contre Clermont. En bas ça a changé, hein. Le Racing 10ème qui est monté d'une place, Bayern qui descend 11ème, Lyon qui reste 12ème. On sent que Lyon peut encore proposer quelque chose, hein. On le sent, ça va être dur, mais ils peuvent accrocher minimum le top 8 et sans problème je pense. Et en bas, ça y est, Perpignan fait un break avec Montauban et passe à 14 points. Mais ça va être dur d'espérer plus que la 13ème place pour les Perpignanais, pour les Catalans. Du coup voilà le petit point sur le classement du top 14. Et on va passer rapidement à la liste du 15 de France. Du coup cette liste du 15 de France, il y a énormément de choses à redire. Je pense. Ouais, il y a énormément de choses à redire honnêtement. Déjà, première chose à dire importante du coup. Colombe qui intègre le groupe à la place de Antonio et Roumat à la place de Paul Boudéon. Alors, cette équipe avec... honnêtement, je suis perplexe suite à cette liste du 15 de France. Parce que pour moi, il y a des trucs qui pourraient être différents honnêtement. Il y a énormément de trucs qui pourraient être différents. Je pense notamment... Pilier, honnêtement, il n'y a rien à dire. Aldeguerri, du coup, Georges Colombe, Baye, Gros, Montagne, Netti, Priso, Tatafou. Talonneur, Lamotte, Marchand, Movaca. Alors, il y a Movaca, c'est un joueur que j'admire énormément. C'est peut-être l'un des seuls Toulousains que j'admire énormément. Et vraiment, je trouve que c'est un joueur exceptionnel et j'adore vraiment. Mais pour moi, le peu de temps joué en 2025, il ne mérite pas sa place. Pour son peu de temps joué en 2025 et suite à ses nombreuses blessures, enfin sa grosse blessure, les ligaments croisés, c'est dur. Deuxième ligne, Oradou, Flamand, Guillard, Meafou, Stanifort. Et Stanifort, justement, c'est cette surprise de cette liste des 15. C'est un ancien Australien
qui a pris la nationalité française il y a très peu de temps. Et du coup, il est éligible à prendre, à participer avec le 15 de France. Et du coup, il a été sélectionné. Et ça, c'est vraiment la grosse surprise avec les 3 autres qui vont suivre. En troisième ligne, Boudéan, du coup, remplacé par Roumat. Kro, Fischer, Jégou, Gelon, Mathieu, Nouchi, Olivon, Wookie. Moi, je pense qu'il y a un joueur qui ne se fait pas respecter. Et ça, je tiens vraiment à le dire. Et ça, je trouve ça inadmissible. C'est Sekou Makalou du Stade français. Et il mérite tellement sa place. Il mérite tellement sa place dans le 15 de France. Avec les Bleus, dans cette liste des 42, il doit y être. Et il doit être titulaire en fait. C'est même pas une question de j'aime énormément ce joueur, oui, mais je suis complètement honnête. Et à un moment, c'est vraiment un joueur qui peut changer un match. Il peut tout changer dans un match. Il est rapide, il est costaud, il est puissant, franchement. Il est super polyvalent. Vous pouvez le faire jouer deuxième ligne, troisième ligne, ailier. Que rêver de mieux comme joueur? Il peut jouer partout. Troisième ligne centre, troisième ligne L, deuxième ligne du coup. Et du coup, ailier droit, ailier gauche. Honnêtement, ce serait le joueur parfait. Déjà pour un club et pour les 15, pour le 15 de France. Vous le placez troisième ligne L. Avec, vous le mettez 6, vous mettez Fischer en 7. Aldrit qui devrait être dans cette liste aussi. Donc du coup, comme il n'y a pas Aldrit, mettez Olivon en 8. Honnêtement, c'est une troisième ligne parfaite. C'est une troisième ligne, justement, avec des physiques, surtout celui de Makalou qui est puissant et rapide. Fischer, gratteur exceptionnel, il a plus besoin de présenter ses qualités de gratteur. Et Olivon, c'est un taulier de l'équipe de France, un joueur très expérimenté, il n'y a rien à redire là-dessus. Deuxième ligne, Guillard. Guillard, c'est du très lourd. Guillard, un joueur que j'affectionne énormément du côté lyonnais. Et c'est un joueur qui mérite sa sélection, honnêtement. Je pense que une association Guillard-Méafou, avec du coup Guillard le lyonnais et Méafou le toulousain, ça pourrait s'entendre. En remplaçant, vous mettez Staniforce et Staniforce. Ouais, ça se tient, ça se tient. Et là, c'est là que je vais aussi dire quelque chose. Bon, ça peut en étonner certains. Pour moi, Dupont ne mérite pas d'être nominé, d'être cité dans ces 42. Excusez-moi de dire ça, mais en 2025, il a joué quoi? Il a joué 3 matchs à tout péter. Je suis désolé, mais c'est inadmissible de le retrouver ici. Ok, on sait très bien, Dupont, waouh. Non, mais en fait, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Dupont, tout le monde a gardé dans cette image, dans leur tête, du Dupont de 2021, de 2020 jusqu'à 2022. Excusez-moi, ce n'est plus le Dupont de 2020 jusqu'à 2022. Au bout d'un moment, faut dire les choses telles qu'elles sont. Tout le monde se met dans la tête ce joueur qui était super fort, excellent, mais ce n'est plus le même joueur. Faut arrêter de dire que c'est le meilleur joueur du monde. Ce n'est pas le meilleur joueur du monde, et encore moins le meilleur joueur de tous les temps. Dire que c'est le meilleur joueur du monde, déjà, c'est pas fou de dire ça, et encore moins de tous les temps. De tous les temps, il faut vraiment doser ses mots au bout d'un moment. Je pense qu'on se rend pas compte. Quand on connaît un joueur tel que Boden Barrett, on peut pas dire que Dupont est le meilleur joueur de tous les temps, je suis désolé. Bon, du coup, pas grave, il est là. Moi, j'aurais mis Serein titulaire, honnêtement. Baptiste Serein qui fait une superbe saison. Et en vrai de vrai, Lecu serait pas blessé. Vous mettez Lecu et Serein et Jonot, et puis on n'en parle plus. Et Dupont, il reste à Toulouse. Il reste d'où il vient, tant mieux pour lui. Après, comme on dit, chacun ses avis, chacun ses goûts, ses couleurs. Moi, je pense ça, d'autres pensent pas ça. C'est tout. En ouvreur, Jalibert Sun. Sun, qui fait un excellent début de saison avec le Racing 92, certes. Mais pour moi, il y a Joris Second. Ce n'est pas un joueur que j'affectionne particulièrement, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est le meilleur réalisateur de ce top 14. Il mériterait d'être dans cette liste des 42, honnêtement. À la place de Sun. C'est dommage. C'est dommage. Et Jalibert, par contre, il n'y a pas photo. Jalibert, faut le mettre titulaire instantanément et il n'y a pas photo.
Lui, il mérite d'y être. Et ouais, ça c'est vraiment important. Et au centre, Bourbory, Deporter, Gourgues, Moefana et Néné. Du coup, tout le monde dit Ficou. Hein. Ficou, c'est pareil, que sommes en troisième ligne, comme j'ai dit tout à l'heure, Aldrit. C'est des joueurs qui mériteraient d'être là. Hein. Parce que dans ces cas-là, leur théorie de faire tourner, apporter de la jeunesse et tout, dans ces cas-là, vous mettez pas Dupont. Dans ce cas-là, vous mettez pas Dupont. Si on veut faire tourner avec la jeunesse, Dupont ne doit pas être là. Du coup. Ensuite, Néné qui réalise un très bon début de saison avec le Stade Français, honnêtement. Moi, j'aimerais beaucoup le voir titulaire. Une association Néné Moefana ou Néné Deporter, ça me plairait beaucoup. Ça peut être vraiment beau contre l'Irlande. Contre l'Irlande, j'aimerais énormément voir ça. Néné Moefana ou Néné Deporter, ça pourrait être vraiment cool. Et ailier, Arfeuil, Atisogbe, Bielbarré. Ailier arrière, Arfeuil, Atisogbe, Bielbarré, Bureau, Dréan, Grand Didier et Ramos. Il n'y a pas Penaud, et ça le fait pas aussi. Penaud mérite tellement sa place dans cette liste des 42 et c'est dommage qu'il ne soit pas là, c'est dommage, c'est vraiment extrêmement dommage. C'est le meilleur marqueur d'essai de l'histoire du 15 de France, il mérite d'être là. Le triangle d'arrière, je verrais bien. On va rester sur du solide, hein, Ramos. Ramos, Bielbarré, Dréan. Ramos, Bielbarré, Dréan, je pense que ça se tient. Ouais, Ramos, Bielbarré, Dréan. Du coup, Ramos 15, Bielbarré 11 et Dréan 14. Hein. Je pense que l'idéal, ça serait ça. Ou alors, Ramos... c'est pas possible en fait. Ce que j'allais dire Ramos, au pire, Ramos, vous le mettez en remplaçant et vous le mettez en remplaçant 10. Vous mettez Bureau à l'arrière si vous voulez essayer. Oui. Ça peut se faire aussi, ou à Tissogbe à l'arrière. Hein. Et pareil, Ramos en remplaçant 10. Ramos, c'est pas un début de saison fou non plus. Hein. Enfin, c'est un meilleur début de saison que Dupont, en tout cas, ça, il n'y a pas photo. C'est un très très bon début de saison qu'il propose. Et ça c'est dur, ça. Parce que Jalibert, ça y est pas photo, Jalibert c'est 10 indiscutable et ça dans aucun monde ça change. Je pense qu'on a fait le tour de cette liste des 42 et on va se diriger tout doucement vers la fin du stream avec pour finir les actualités mercato. Alors pour les actualités mercato, j'ai pris les publications Instagram de Oval News que j'identifierai sur la rediffusion. Du coup, hop, on va commencer par là. Alors, du coup, on va commencer par Pierre Poplin, l'ouvreur castré, qui soi-disant se dirigerait vers une signature à Vannes. Oui, pourquoi pas, Vannes qui veulent renverser leur effectif, parce qu'ils préparent une montée en top 14. Si cette rumeur s'avère vraie, ils préparent bel et bien une montée en top 14, et ça, il n'y a pas photo. Derrière, c'est la signature pour l'ASM Clermont-Auvergne de Darcy Swain, le deuxième ligne australien, qui de 28 ans, qui signe à Clermont. Et c'est officiel ça. Donc c'est très bien. Hein. Honnêtement, ça va renforcer l'effectif de l'ASM. Ça voudrait dire que Rob Simons serait sur le point de ses lettres, comme on va le voir après. Et oui. C'est une très belle recrue, l'international australien. Et il y a des rumeurs sur Eten Nani Setolo, l'ailier néo-zélandais de 26 ans, venu des Chiefs
Et ça serait une très belle recrue aussi pour la SM qui agitait le mercato sur cette semaine. Alivieri Tiraka qui prolonge officiellement avec la SM, sûrement sa dernière prolongation avant de prendre sa retraite. Il prolonge jusqu'en 2028. En 2028, il aura 33-34. Donc ça serait sûrement sa dernière prolongation et après prendre sa retraite tranquillement pour l'ailier international français. Derrière, du coup, Rob Simons, comme je le disais tout à l'heure, âgé de 37 ans, qui sûrement va devoir quitter Clermont, d'après les rumeurs de la montagne. Du coup, pour du coup faire venir Sohaili, l'ancien international australien, pour un international australien actuel. Derrière, il y a Irei Simone, australien, 30 ans au centre, qui soi-disant devrait quitter la SM aussi. Pareil, ça je trouve ça dommage, Irei Simone qui quitte Clermont. Derrière, il y a Lucas Tozin et Pierre Foussac, les deux anciens Toulousains. Lucas Tozin, ça s'entend complètement. Lucas Tozin, honnêtement, c'est pas pour lui cracher dessus, mais il n'a pas prouvé assez avec Clermont, je trouve. Déjà, il est tout le temps blessé, de une, et puis il apporte pas assez, je trouve, d'après moi. Donc, et Pierre Foussac, c'est dommage aussi, parce qu'il reportera sûrement plus jamais le maillot clermontois, parce qu'il est actuellement blessé des ligaments croisés, et si ça s'avère vrai, il reportera plus jamais le maillot clermontois. Et ça c'est l'actualité qui me chagrine le plus. Et ça, je suis vraiment déçu, triste, parce que ça je ne veux pas que ça soit vrai, tout simplement. Dans aucun monde c'est vrai pour moi. Je ne veux pas, je n'accepterai pas de toute façon que Alex Newsom quitte Clermont, parce que pour moi c'est un joueur déjà exceptionnel, qui a une régularité splendide. Il a enchaîné 26 matchs la saison dernière, toutes compétitions confondues. Ça a été le joueur le plus utilisé par la SM la saison dernière. Et du coup, le joueur le plus utilisé par... vous avez un joueur, c'est le joueur que vous avez le plus utilisé, mais vous voulez quand même vous en séparer. Non, honnêtement, il y a un truc qui se tient pas, et je ne pense pas... Honnêtement, c'est pas une bonne idée de se séparer d'Alex Newsom, parce que déjà, c'est carrément le joueur... un joueur super polyvalent que beaucoup de clubs aimeraient avoir. Il joue partout à l'arrière, sauf en 9 et en 10. Mais il joue absolument partout. Il joue au centre, à l'aile et à l'arrière. Donc franchement, ça serait une énorme erreur de le laisser partir. Et derrière, il y a Joël Poucou, l'anglais, qui signe à Nissa Rugby. Derrière, il y avait... les autres actualités mercato, il y a Alex Burin qui devrait signer au Castres Olympique, le pilier de 26 ans. Oui, pourquoi pas, ça pourrait se tenir. Après, il y a Aurélien Hazard qui pourrait signer à Provence Rugby, le castré. À 31 ans, il pourrait signer à Provence Rugby, et ça pourrait être un très bon coup pour Aix-en-Provence. D'après les rumeurs du milieu olympique, Maxime Machenaud, le demi de mêlée de Bayonne, qui pourrait signer à l'Union Bordeaux-Bègles pour faire un troisième demi de mêlée derrière Lucu et je ne sais plus comment il s'appelle. Pareil, il y a Joe Berry, le demi d'ouverture irlandais de l'UBB, qui serait soi-disant pisté par le Leinster et le Ulster. Derrière, il y a la signature, la prolongation de Enrico Bouliroy-Roy, qui prolonge jusqu'en 2028 avec l'USAP. Georgi Tetrashvili qui prolonge aussi jusqu'en 2028 avec l'USAP. Il y a Nemo Reols qui irait signer aux Sharks en Afrique du Sud.
qui va signer aux Sharks en Afrique du Sud. Et Mohamed Maouas, le pilier montpelliérain, qui soi-disant signerait à l'USAP pour la saison prochaine. Et des rumeurs, ça a agité énormément le mercato du top 14. C'est Faf de Klerk, le demi-mêlée, l'ancien demi-mêlée international sud-africain, qui signerait à l'USAP. Il me semble qu'il est toujours international sud-africain, mais ce serait des rumeurs. Et pour finir, alors, du coup, il y a Nathan Freyson qui devrait, le pilier international moins de 20 ans, qui devrait signer au Stade Rochelet. Il y a Lucien Richardis, l'arrière espagnol de Toulouse, qui serait des rumeurs en tant que prêt à Agen. Sylvestre Tolofoa, pareil, Sialéville à Tolofoa, pardon, le frère de Sylvestre Tolofoa, qui devrait signer en prêt à SU Agen aussi. Il y a Martin Pagerello, le demi-mêlée italien de l'UBB, qui devrait prolonger jusqu'en 2028 avec Bordeaux. Et il y a Charles Laloy, le jeune ailier du Stade Français, qui pourrait se diriger vers un club de Pro D2, après les rumeurs. Et là, c'est l'info mercato qui chamboule tout dans ce mercato. C'est Aaron Smith, l'ancien international néo-zélandais, capitaine, qui pourrait signer à la section paloise. Et ça serait le plus gros coup, tout simplement, exceptionnel. Après, on rappelle qu'ils avaient signé Sam Whitelock, la section paloise, donc ça pourrait vraiment se valider. Et Delton Papali, d'après les rumeurs, qui devrait signer au Castres Olympique. Et du coup, je pense que on a fait le tour de toutes ces actualités rugbyristiques du week-end. Et je suis super heureux de cette première émission. Et j'espère qu'elle vous a plu. Et je suis très pressé de pouvoir de préparer la prochaine, de faire la prochaine. De toute façon, vous avez la rediffusion de celle-là sur YouTube et sur Twitch. Vraiment, je suis super heureux d'avoir pu conclure ce projet. Et j'espère que ça va durer vraiment sur le long terme. Et c'est vraiment parfait pour moi. J'ai vraiment trouvé cette première émission convaincante. Et j'espère que ça va durer longtemps, très longtemps. Et pourquoi pas faire des feats avec des grands noms du rugby game sur les réseaux, tels que Nogodi ou justement Oval News, que je lui ai proposé à Oval News, et j'espère que ça pourra se faire. Et du coup ça sera tout pour moi. Merci à tous d'avoir suivi cette première mission. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve pour la prochaine. Et n'hésitez pas à vous abonner. Et au revoir tout le monde.